Toutes les femmes en ont, mais peu osent en parler. Elles sont la plupart du temps le signe d'une activité physiologique tout à fait normale, mais parfois elles peuvent être le révélateur d'un dysfonctionnement, d'une pathologie. Le dossier du jour est donc consacré aux sécrétions vaginales et on va voir, Marina, d'où viennent ces sécrétions, donc forcément du vagin. Voilà, Michel, vous allez donc nous montrer ça, en fait, sur une animation. Les sécrétions vaginales proviennent de différentes parties. On va voir ça essentiellement de glandes situées au niveau du col de l'utérus. Le col est ici. Voilà. Qui sécrète tous les jours un liquide légèrement visqueux qui va s'écouler le long de la paroi du vagin, entraînant avec lui les éventuels germes qui sont présents, mais surtout les cellules mortes du vagin, parce qu'il faut savoir que, comme pour la peau, les cellules du vagin se renouvellent constamment, elles meurent, elles se desquament. En fait, ces sécrétions, c'est un petit peu une sorte de système de nettoyage du vagin, tout ça très poétiquement, bien sûr. Je préfère que ce soit vous qui le disiez quand même. En fonction de la stimulation sexuelle, les sécrétions peuvent aussi provenir, on va le voir, on va retourner sur l'animation, sur des glandes situées au niveau de la vulve, que vous voyez ici de chaque côté. Ce sont les glandes de Bartholin. Elles vont sécréter aussi un liquide que vous voyez là, qui va faciliter l'entrée dans le vagin et la sortie aussi, parce que c'est le principe, c'est une sorte de va-et-vient. Et puis quand l'excitation est importante, les vaisseaux sanguins du vagin vont gonfler, un liquide va traverser la paroi et se mélanger aux autres sécrétions vaginales. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelait avant le bouchon muqueux. C'est une sorte d'épaississement de mucus qui est là pour empêcher les spermatozoïdes de monter, sauf pendant l'ovulation. Vous voyez, l'ovule est là. À ce moment-là, cette sécrétion un peu épaisse va être évacuée. C'est pour ça que les sécrétions peuvent être un peu plus épaisses et visqueuses. C'est au moment de l'ovulation pour permettre aux spermatozoïdes de remonter. Quand papa est dans le moment. Je ne savais pas qu'on parlait du bouchon muqueux. Non, on parlait du bouchon muqueux avant. C'est pour la grossesse, c'est la fin de la grossesse que le bouchon muqueux. Alors il paraît qu'on en parlait avant, mais qu'on en parle plus maintenant pour les bovins que pour les femmes. Donc il ne faut pas utiliser ce mot, c'est pour ça que je disais qu'on l'appelle. C'est sûr. Je peux pas me faire. Mais en revanche, pour la grossesse, on en parle pour les femmes. Peut-être aussi pour les bovins, mais pour les femmes. Si vous voulez, pour les bovines. Ben, ça c'est pareil, il n'y a que les bovines qui ont des vagins aussi. La quantité de ces sécrétions peut augmenter durant la grossesse, l'allaitement ou tout simplement quand il y a dérèglement hormonal. Chez certaines femmes, les sécrétions vaginales sont si importantes qu'elles en deviennent gênantes. C'est un reportage de Camille de Froment et de Damien Bois. Ça a commencé après que j'étais réglée, donc vers l'âge de 12 ans. J'ai passé donc des examens, frottis, etc. Mais il n'y a rien eu d'infectieux, il n'y avait rien d'anormal. Simplement que je faisais partie des gens qui sécrétaient perte blanche, ce qu'ils appellent. Ça a toujours le même aspect, c'est un blanc jaunâtre, qui peut avoir une odeur plus ou moins forte. C'est tout le temps, c'est tout le temps hors période des règles, mais sinon c'est en permanence. Alors certaines femmes se plaignent effectivement de desquamations très importantes, en tout cas de pertes très abondantes. Quand on regarde au microscope, on s'aperçoit qu'il s'agit de pertes physiologiques, c'est-à-dire qui ne sont pas à traiter, mais simplement ce sont des femmes qui, par leur nature même, vont avoir une desquamation trop importante et trop abondante. Et ça, effectivement, ça peut les gêner. Je mets un tampon en permanence. C'est la seule chose que j'ai trouvée pour être à l'aise toute la journée. Avant chaque rapport avec mon compagnon, je vais me faire une toilette intime un peu plus approfondie, c'est-à-dire je me nettoie l'intérieur du vagin, ce qui est pas anodin à force parce que je sais que c'est pas conseillé. Mais bon, ça fait plus propre quand même pendant la relation. Alors, la desquamation excessive, ça peut être soit, comme on l'a dit, purement physiologique, auquel cas, là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des femmes ou des hommes qui transpirent beaucoup, il y a des femmes qui sécrètent beaucoup. Donc, on a des traitements, mais c'est des traitements qui marchent pas très très bien. Ou alors, on a effectivement des anomalies hormonales, c'est-à-dire ce sont des femmes qui manquent en général d'estrogène, même si elles sont jeunes, elles ont une petite instabilité de la production d'estrogène. Et à ce moment-là, on peut pallier ce problème en donnant des estrogènes locaux, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre ces estrogènes dans le vagin, et là, on va retrouver une desquamation logique, plus douce et plus naturelle. Mais tant que ça reste dans les limites de la physiologie, malheureusement, on n'a pas de traitement à proposer. J'en ai parlé au gynécologue, mais pour eux, c'est toujours la même réponse. Bon, c'est comme ça, je fais partie des femmes qui ont ce problème-là de sécrétion vaginale et il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Voilà.
Vous l'avez entendu, les sécrétions vaginales peuvent être abondantes sans que ça soit anormal, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut négliger l'apparition de pertes blanches qu'on appelle des leucorrhées. Si jamais la couleur et l'odeur des sécrétions changent, eh bien il faut consulter un médecin, ça peut être en effet le signe d'une infection. Ouais, parce que le vagin est une cavité qui est en contact avec l'extérieur, elle peut renfermer des germes très banals comme ceux qui sont sur la peau et la plupart du temps ils ne vont pas provoquer d'infection. Il y en a même qui au contraire vont protéger la muqueuse vaginale, c'est le cas d'un bacille de Döderlein qui est une bactérie qu'on dit saprofite, c'est-à-dire qu'elle vit à l'état naturel et elle se nourrit des matières mortes. Sa présence est signe de bonne santé et si on la détruit involontairement, comme quand on doit par exemple prendre un traitement antibiotique, eh bien là on risque d'ouvrir la porte aux infections. Oui, du coup des champignons, des bactéries, des parasites peuvent envahir la cavité et donner une infection du vagin. Dans ce cas-là, ces sécrétions vaginales vont devenir plus épaisses, de couleur un peu blanc jaunâtre, d'odeur nauséabonde, souvent associée à des démangeaisons et à une sensation de brûlure. Et puis cette flore vaginale peut aussi être perturbée après une allergie, par exemple à un vêtement en nylon ou après une lessive. La présence d'un corps étranger dans le vagin, comme les tampons, peut également donner une infection. Plus d'explications avec Camille de Froment et Delphine Parek-Miller. Un rien peut bousculer la flore vaginale de la femme. Stress, fatigue, traitement médical ou encore corps étranger. C'est le cas du stérilet. La plupart du temps, il est bien toléré, mais parfois le filament qui se trouve dans le vagin peut être colonisé par des bactéries qui prennent le dessus sur la flore traditionnelle. Alors, l'infection survient. Les pertes changent et sont beaucoup plus abondantes que d'ordinaire. Pour les étudier, il faut alors les prélever dans un laboratoire d'analyse. Les pertes des parois du vagin ainsi que celles du col de l'utérus sont recueillies sur la patiente à l'aide d'une sorte de coton-tige. Elles sont alors étalées pour être analysées. Donc là, je fais le test au pH. Au moment du recueil, le pH du vagin est également analysé. D'ordinaire acide, il peut être perturbé par une infection. Autre test plus inhabituel, le sniff test, permettant de sentir l'odeur dégagée par le vagin. À quoi est-ce qu'il sert là ce test? C'est pour voir s'il n'y a pas une présence de vaginose. Ça dégage une odeur de marée pas fraîche et s'il y a présence de cette marée pas fraîche, c'est signe qu'il y a une vaginose. Vaginose, mycose, tous les types d'infections possibles vont être suspectés au cours de l'analyse en laboratoire. Première étape, l'observation au microscope des prélèvements vaginaux. Cette étape va nous permettre de visualiser donc la flore microbienne, de visualiser les cellules, de bien regarder s'il y a des cellules inflammatoires et de regarder s'il y a certains agents pathogènes. Bien sûr, on va pouvoir aussi au microscope regarder certaines bactéries qui pourraient être prédominantes. Donc là, vous avez un examen, un champ au microscope et on voit la présence des bacilles de Döderlein, qui sont donc les bacilles normalement présents dans la cavité vaginale. Et ce sont des bacilles colorées en bleu. On voit qu'il n'y a pas d'autres flores associées et qu'il n'y a pas de cellules inflammatoires. Donc on est là devant une flore tout à fait normale. Quand la flore vaginale est perturbée, cela est directement visible au microscope. Les bactéries habituelles ont disparu au profit de petites bactéries de forme courbée, capables de vivre sans oxygène. C'est la vaginose bactérienne. Ça donne certains troubles avec des pertes nauséabondes. C'est un petit accident assez fréquent qui n'est pas en soi dangereux, sauf en fin de grossesse. Ça peut provoquer des petites complications pour le bébé. C'est pour cette raison que cet examen est demandé chez les patientes qui ont eu des problèmes en cours de grossesse. Autre type de déséquilibre de la flore qui entraîne une infection, la mycose. Toute femme en souffrira un jour dans sa vie. Provoquée par une levure qui prolifère dans le vagin, elle est très facilement identifiable par ce filament. Cette mycose, habituellement, elle est présente en toute petite quantité. Et soit à l'occasion d'un stress, d'une fatigue, ou au décours d'une antibiothérapie, par exemple pour une angine, qui va détruire la flore normale. La flore de Döderlein ne sera plus présente ou transitoirement absente, et cette mycose va proliférer. En même temps qu'on observe donc une muqueuse très irritée, très rouge, démaciée, donc un peu gonflée, on va observer des pertes blanchâtres en lait caillé. Caillebottées, on dit, sont tout à fait particulières et elles adhèrent à la muqueuse. Pour confirmer les analyses réalisées au microscope, les pertes prélevées sont mises en culture pour révéler précisément les bactéries et les levures en cause.
Au bout de 3 jours, le diagnostic est définitif, ce qui permet de déterminer le traitement à venir. Voilà, ce traitement, il faut le faire rapidement parce que le problème d'une infection vaginale, c'est qu'elle peut se propager, elle peut progresser. En fait, vous voyez, le germe qui est situé ici au niveau du vagin va remonter à travers le col de l'utérus dans l'utérus. Et le risque ensuite, eh bien, c'est qu'il aille s'attaquer aux trompes, donnant une salpingique. Et vous savez que le risque, c'est qu'ensuite, il y ait des lésions au niveau des trompes qui empêchent ensuite les ovulations normales avec des risques d'infertilité. Donc, c'est très important de traiter une infection basse. Et le traitement de toutes ces infections est assez simple. Il suffit la plupart du temps d'un traitement anti-infection, des antibiotiques par la bouche ou des ovules gynécologiques que l'on introduit directement dans le vagin. Et dans certaines infections, il faut que le partenaire soit également traité. Il faut réussir à le convaincre.